La psychologie de la forme, ou gestaltisme, trouve son origine dans les travaux de chercheurs allemands comme Kafka, Köhler et Wertheimer, qui se sont attachés au début du XXe siècle à mettre en évidence le caractère relatif de la perception qu'on peut avoir d'un objet. Ainsi, à travers des expériences simples, comme celles proposées dans les dias qui suivent, ces chercheurs ont dégagé un certain nombre de principes qui régissent la perception. Suite à la présentation d'une forme prenant l'aspect d'une double flèche, on interroge le sujet sur la position du trait vertical. Est-il au centre, plutôt à gauche, plutôt à droite? On pose la même question par rapport à la forme suivante. Le trait vertical est-il au centre, plutôt à gauche, plutôt à droite? La superposition des deux formes montre que le trait vertical est bien au centre dans les deux cas, alors que, suite à la présentation du premier stimulus, flèche orientée vers l'extérieur, la plupart des sujets ont tendance à situer le trait vertical plutôt à gauche. Et pour le second stimulus, flèche orientée vers l'intérieur, la tendance est de situer le trait vertical plutôt à droite. Que conclure de cette expérience? Sur la base de cette expérience, et d'autres du même type, les chercheurs ont formulé un des principes de la perception de la forme qui est la perception d'une forme dépend du contexte dans lequel cette forme est placée. La forme est ici le trait vertical placé au milieu d'une ligne et le contexte, les flèches orientées tantôt vers l'extérieur, tantôt vers l'intérieur. Voici une autre forme qui est perçue soit comme une succession de chiffres 1, 2, 1, 3, 1, 7 ou comme une succession de trois nombres de deux chiffres. La forme suivante est par contre généralement perçue comme une succession de lettres pour former le mot PEB. Lorsque les deux formes sont présentées sur le même écran, on peut parfaitement constater que le même stimulus est perçu comme le nombre 13 dans un environnement de nombres, alors que dans un environnement de lettres, il est perçu comme la lettre B. Cela confirme le principe énoncé précédemment selon lequel la perception d'une forme dépend du contexte dans lequel cette forme est placée. Certains stimulus peuvent donner lieu à une perception différente selon qu'on s'attache au fond ou à la forme. C'est le cas de l'image présentée ici qui peut tantôt être vue comme un vase, tantôt comme deux visages représentés de profil. Lorsqu'ils examinent le stimulus présenté dans l'image, la plupart des personnes y reconnaissent une forme familière, le carré. La présentation de la forme incomplète qui apparaît à droite de la diapositive permet de prendre conscience qu'en fait le carré n'existe pas, mais c'est nous qui le reconstituons à partir des éléments présentés. Si le carré s'impose de cette manière à nous, c'est qu'il s'agit d'une bonne forme. Pour la psychologie de la forme, il existe deux types de formes. Les formes fortes, ou bonnes formes, comme le triangle que l'on perçoit dans le stimulus présenté, et les formes faibles. Cette différenciation entre deux types de formes est importante et conduit les tenants du gestaltisme à étudier les principes qui sont à la base de la constitution des bonnes formes. Nous présenterons dans les dias suivantes un certain nombre de ces principes. Les éléments ont tendance à se regrouper avec les plus proches. Sur l'image située en haut à gauche, on perçoit les lignes regroupées selon trois colonnes. C'est le principe de proximité. Les éléments ont tendance à se regrouper avec ceux qui sont les plus semblables. Sur l'image située en haut à droite, on perçoit les lettres regroupées en colonnes plutôt qu'en lignes. C'est le principe de similitude. Nous avons tendance à organiser nos perceptions selon une bonne forme. Pour cela, nous comblons les vides dans les stimuli qui nous sont présentés. On a tendance à voir la forme qui apparaît en bas à gauche de la dia comme un rectangle plutôt que comme des lignes séparées. C'est le principe de closure. Un autre principe important qui régit la perception est lié à son caractère global, qui est illustré par différents phénomènes abondamment observés et documentés par les gestaltistes. Ainsi, le temps nécessaire pour lire un mot familier est généralement très inférieur à celui qu'exige la perception de chacune des lettres qui composent ce mot. Dans le même ordre d'idée, lors de la présentation d'un mot au tachytoscope, c'est-à-dire à l'aide d'un appareil comme celui présenté sur la dia qui permet de présenter des stimuli pendant des périodes de temps très courtes, de l'ordre du centième de seconde, on ne s'aperçoit pas de la suppression d'une lettre lorsqu'il s'agit d'un mot familier. En résumé, plusieurs éléments influencent donc la perception d'un stimulus. Tout d'abord, le contexte dans lequel apparaît un stimulus. Ensuite, le choix de se fixer sur la figure ou sur le fond. Enfin, la perception d'un stimulus est globale et se fait en fonction de schémas qui préexistent, les Gestalt ou bonnes formes. En mettant l'accent sur la perception globale des stimuli, les gestaltistes remettent en cause l'idée que l'apprentissage est basé sur des associations simples, comme l'ont proposé les premiers behavioristes tels que Pavlov. Pour eux, apprendre, c'est organiser et restructurer différemment certains éléments. C'est par exemple découvrir, comme le fait le singe sur l'image de droite, que pour attraper la banane,
il est possible de se servir de différents objets mis à disposition, empiler des caisses ou utiliser un bâton pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. L'expérience dite des 9 points de Meyer illustre bien l'importance des phénomènes de restructuration dans l'apprentissage. La consigne proposée est la suivante. Vous avez 9 points disposés en carré. Votre tâche consiste à les réunir en dessinant 4 lignes de droite sans lever le crayon. Pour découvrir la solution, il faut dépasser le cadre du carré défini par les 9 points pour faire éclater la bonne forme à l'intervention d'un mécanisme d'insight qui correspond à une restructuration de la perception. Les mécanismes cognitifs en œuvre dans la résolution d'un problème ne sont donc pas continus, mais impliquent une rupture, un changement qualitatif dans le processus de pensée. En réaction au behaviorisme classique, les psychologues de la Gestalt insistent sur le rôle des bonnes formes dans la perception du monde et sur les effets de cette perception sur les mécanismes cognitifs mis en œuvre pour traiter une situation. Le rôle de la perception est également mis en évidence dans la résolution de problèmes à travers les phénomènes de fixation et d'insight. Deux autres apports importants de la psychologie de la Gestalt sont également à retenir. Tout d'abord, la différence entre pensée productive et reproductive. La pensée productive faisant intervenir un mécanisme d'insight, contrairement à la pensée reproductive qui s'inscrit dans la continuité des solutions mises en œuvre auparavant et qui pourrait résulter de simples associations. Ensuite, la notion de représentation, qui met en évidence que le monde intérieur n'est pas une copie du monde extérieur, mais bien le résultat d'un processus de reconstruction personnelle du réel. À travers les notions de pensée productive, de restructuration et de représentation, on trouve dans la théorie de la Gestalt bon nombre d'éléments qui vont plus tard inspirer la psychologie cognitive. Il faudra toutefois attendre le début des années 60 et la montée du courant cognitiviste pour que les apports de la psychologie de la forme soient reconnus après plus de 20 ans d'occultation, liés à l'omniprésence du behaviorisme. En effet, pendant une longue période, la théorie de la Gestalt sera tenue en sommeil au bénéfice du behaviorisme, qui n'aura de cesse de contester le caractère scientifique de ses méthodes et la portée de ses résultats.